Bernard Sananès, bonjour. Bonjour. Le gouvernement s'attire les foudres de beaucoup d'élus locaux en durcissant les mesures anti-propagation du coronavirus. Alors Anne Hidalgo dit qu'elle n'est pas d'accord, Valérie Pécresse demande une vraie concertation, et puis les élus d'Aix et de Marseille crient au mépris parisien, ils demandent un report de la fermeture des restaurants. Tout ça, c'est quand même gênant pour un Premier ministre qui devait incarner l'attention portée au territoire. Vous l'avez dit, c'est effectivement même comme ça qu'il a été présenté et que le choix du changement de Premier ministre a été justifié. C'était une des raisons. Il fallait un exécutif plus proche des territoires et Jean Castex, en tant que maire, était pressenti pour incarner cette proximité renouvelée. Donc c'est vrai que c'est plutôt, j'allais dire comme toujours, la rupture de cohérence entre une promesse, une parole donnée aux élus locaux et à l'opinion publique, et puis une distorsion. Et c'est vrai que, par ailleurs, quand on connaît le Varois, pas loin de Marseille, qui vous parle, connaît ça, quand on connaît l'histoire des relations entre Marseille et Paris, et pas seulement sur le football, on ne peut être effectivement que surpris de cette décision qui, même si elle est motivée pour des raisons sanitaires, a pu donner l'impression aux Marseillais qu'elle est stigmatisée. Et on voit bien qu'à Marseille, il y a une forme d'union sacrée contre cette décision. Est-ce que le gouvernement va la maintenir ou est-ce qu'il va devoir l'aménager ? On verra dans les prochaines heures. Mais en même temps, est-ce qu'il est possible de négocier sur des décisions de ce type ? C'est très compliqué. Non, c'est très compliqué. Et puis, il y a des motivations sanitaires. Il y a une inquiétude qui est forte, et, bien sûr. Mais par contre, la concertation aurait sans doute permis et l'information aurait sans doute permis une meilleure acceptabilité. Et d'ailleurs, j'élargis le propos là-dessus. Je pense que ce qui va se poser maintenant au gouvernement, s'il y a un durcissement des mesures sur tout le territoire, c'est la question de l'acceptabilité sociale des mesures. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que finalement et paradoxalement, alors que l'opinion, pendant la première vague du virus, a exprimé une forte défiance, elle n'a pas remis en cause les mesures, notamment celles du confinement. Là, elle est même plutôt demandeuse de davantage de protection. Exactement, c'est ce que l'on avait jusqu'à la semaine dernière. Et donc finalement, est-ce que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si le gouvernement devait durcir, est-ce qu'il pourrait compter sur le même soutien de l'opinion publique ? C'est un enjeu clé. Sans acceptabilité des mesures par l'opinion publique, il n'y aura sans doute pas de lutte efficace contre le virus. Alors on a vu apparaître cette semaine des niveaux d'alerte sur les cartes d'Olivier Véran, alerte renforcée, alerte maximale, avec des couleurs de rouge plus ou moins rouge. C'est peut-être un peu anxiogène, mais est-ce que c'est une façon de communiquer qui peut être efficace au sens où elle nous pousserait à faire attention à nos comportements ? Je vais vous répondre parce que c'est vrai qu'il se passe quelque chose d'un peu étonnant depuis la rentrée, alors que depuis la rentrée, même si c'est proportionné, les chiffres montrent une forme de dégradation, l'opinion est beaucoup moins inquiète qu'avant l'été. Et donc, on le sait, la première fois, c'est la peur qui a aussi été une des conditions de cette acceptabilité. Et donc le gouvernement est bien sûr obligé de dramatiser, mais il a un handicap. Ce handicap, c'est celui de la perception d'un manque de cohérence entre les mesures annoncées. Je vais revenir sur les annonces il y a 10 jours de Jean Castex. C'est vrai que quand il y avait eu ces premières annonces, on avait le sentiment que c'était plus grave, mais que la seule mesure qui était retenue, c'est qu'on diminuait la quatorzaine à une semaine. Une partie de l'opinion ne peut pas comprendre ce sentiment qui est donné d'une forme d'incohérence entre les mesures. Il y a moins d'indulgence de la part de l'opinion maintenant qu'on a une relative expérience de ce virus qu'au printemps où tout était nouveau ? En tout cas, l'opinion reste très sévère dans une mesure que nous avons fait cette semaine. Alors, c'était avant la conférence de presse de Véran et l'intervention de Jean Castex, donc on verra ce soir notamment si ça évolue. Mais c'est vrai qu'on était au point le plus bas de la confiance envers l'exécutif. Moins de 4 Français sur 10, c'était quasiment les mêmes mesures qu'avant l'été. Et on voit bien que maintenant, cette confiance en plus est très clivée sur un plan politique. Et quand Jean Castex reconnaît sur France 2 qu'il n'a pas téléchargé l'application Stop Covid, les Français risquent d'avoir un sentiment un peu de duplicité. C'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Oui, il y a toujours bien sûr l'enjeu de l'exemplarité. Et c'est vrai que c'était un moment un peu difficile pour le Premier ministre. Mais c'était aussi un peu la traduction d'une émission et d'une rentrée politique sous pression pour Jean Castex. Souvenons-nous, il y a 2 mois, quand il a été nommé, un peu plus de 2 mois, finalement, on espérait
être à la fin de l'épidémie, ou en tout cas au moment où l'épidémie reculait, et on espérait être un moment où la reprise économique pouvait s'amorcer. Les prévisions tout d'un coup devenaient moins sombres. Eh bien, 2 mois après, le contexte pour Jean Castex n'a plus rien à voir. Et donc cette rentrée pour l'exécutif et pour le nouveau Premier ministre se fait sous pression. On l'a vu hier, même s'il a, sur certains sujets, réussi à faire des annonces, on voit bien que le dossier de la crise sanitaire, évidemment, j'allais dire, écrasait tout le reste. Est-ce que la défiance dont vous parliez, elle n'est pas liée à une sorte de faute originelle qui est le fait d'avoir nié la pénurie de masques au début de l'épidémie? Alors pour le coup, même si Jean Castex n'était pas Premier ministre à l'époque, mais il était chargé du confinement puis du déconfinement. Alors, vous avez raison, la question des masques, on l'a beaucoup dit, est le point d'ancrage de la défiance et d'un soupçon d'absence de transparence. On a près de 2 tiers des Français qui considèrent que l'exécutif a caché des informations aux Français. Mais il faut aussi dire que cette défiance, elle porte à l'égard de l'ensemble de la parole publique. Par exemple, aujourd'hui, effectivement, on a plus d'un Français sur 2 qui nous disent, c'est une étude que nous avions fait avant l'été, ne pas avoir confiance dans les statistiques du chômage, de l'immigration, de la croissance et du coronavirus. Donc cette défiance de la parole publique est extrêmement forte, extrêmement marquée. Et elle explique aussi d'ailleurs que finalement, sur un plan purement politique, aucune personnalité aujourd'hui ne profite, pardonnez-moi pour cette expression, de la défiance à l'égard de l'exécutif. La défiance pas dans l'opposition touche d'abord l'exécutif, mais elle touche toutes les formations politiques et j'allais dire plus largement l'ensemble de la parole publique. Dans une autre étude que vous avez menée, 72% des Français disent que les entreprises ont été à la hauteur depuis le début de la crise. C'est presque le meilleur score, hein, juste derrière celui des collectivités locales, mais devant l'école, devant les associations et même très loin devant l'État ou l'Union européenne. Ça vous a surpris? Ah oui, ça nous a surpris. Alors c'est vrai que l'amélioration de l'image des entreprises était mesurée depuis quelques années, mais pendant la crise, il y a eu, et vous le rappelez, ce couple collectivité locale entreprise. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'ils arrivent dans cette question quasiment au même niveau. Pourquoi? Parce que l'opinion a eu le sentiment que la réponse la plus efficace, la plus rapide, la mobilisation la plus forte était du côté de ces 2 acteurs, collectivités locales et entreprises. Et il y a un autre chiffre qui est symbolique, qui est très intéressant. Quand on avait posé la question, nous avons réalisé cette étude pour l'Institut de l'entreprise, il y a 3 ans, 2017, on demandait aux gens quel est le premier mot spontanément qui vous vient à l'esprit quand vous pensez aux entreprises. C'était d'abord le mot méfiance. Aujourd'hui, c'est d'abord le mot confiance. L'entreprise, on compte sur elle pour l'emploi, pour l'innovation. Mais alors, l'innovation pour préserver l'environnement, pas tellement. Là, c'est un domaine où les entreprises doivent encore convaincre. Oui, alors la feuille de route des entreprises s'est largement élargie. J'allais dire, comme avant on attendait tout de l'État, on attend tout des entreprises. Mais sur l'environnement, d'abord on sait que c'est un sujet global, mondial, mais il y a un soupçon que l'entreprise, et c'est parfois le cas par exemple avec tous les débats sur la raison d'être, n'est pas encore assez passée à l'acte. Beaucoup vous diront que ce n'est pas vrai, que l'entreprise est très engagée, mais il y a cette perception dans l'opinion. On revient à la politique. Il y a 2 personnages dont on parle beaucoup en ce moment. Le premier, c'est Édouard Philippe, qui fait son retour sur la scène publique avec une belle popularité. Cette popularité, c'est un atout ou c'est une gêne pour Emmanuel Macron? Je crois que cela peut être un atout pour Emmanuel Macron, qui apparaît assez isolé sur le plan politique, et qu'Édouard Philippe peut être, dans la campagne présidentielle, un atout important. Pourquoi? Parce qu'Édouard Philippe bénéficie d'une popularité qui est aujourd'hui, on verra ce qu'elle est dans un an, ce qu'elle sera dans un an, après un an d'absence dans le débat politique. Ça peut être, on verra si c'est une popularité en creux ou si c'est une popularité en dur, comme nous disons quand on regarde les courbes. Mais c'est vrai qu'elle est appuyée sur le socle électoral d'Emmanuel Macron, à la fois les marcheurs, qui ont une très bonne image de l'ancien Premier ministre, mais également, bien sûr, les électeurs de droite. Donc, dans un paysage où Emmanuel Macron n'a pas tant de poids lourd que cela, Édouard Philippe peut être un acteur clé. L'autre homme politique en vogue en ce moment, c'est Xavier Bertrand, pour qui le terrain semble favorable pour 2022. Alors, pour incarner son camp, hein, pour la suite, on est un petit peu en avance. C'est quand même un peu hasardeux de parler à ce stade de favori de la droite pour se présenter à la présidentielle? C'est tôt parce que pour l'instant, il n'y a pas encore dans l'opinion de droite le sentiment qu'il y a aujourd'hui une alternative à Emmanuel Macron. Si le paysage se clarifie, ce sera peut-être le cas. Mais au-delà de la question du leadership qui est clé dans une élection présidentielle, la droite a un autre problème.
Ce problème, je le résumerai par un terme de marketing, c'est, vous savez, ce qu'on appelle unique selling proposition. C'est-à-dire, quelle est la promesse forte que vous portez à l'électorat? Qu'est-ce qui se passe quand la droite s'exprime? Qu'est-ce qu'on apporte de plus que les autres? Quand elle parle d'environnement, c'est récent, elle dit nous avons une vision de l'environnement, mais bien sûr ce n'est pas celle des écologistes. Quand elle parle d'immigration, de sécurité, elle dit nous avons une vision sur ces questions, mais ce n'est pas celle de Marine Le Pen. Quand elle parle d'économie, elle dit nous avons notre vision, mais ce n'est pas celle d'Emmanuel Macron. Comme si toujours elle se définissait par rapport à quelqu'un d'autre. Quelle est la proposition que le candidat de droite qui sera désigné, investi, soutenu, peu importe, portera pour que l'opinion de l'électorat, au-delà du socle de la droite, puisse retrouver cette appétence pour un discours porté par cette formation politique. Un dernier mot sur une sorte d'arlésienne. On attend toujours une prise de parole forte du président sur le séparatisme, la laïcité, l'islam radical. On sait que le régalien est un point faible d'Emmanuel Macron. De report en report, comme ça, est-ce qu'il ne fait pas que conforter l'impression qu'il ne sait pas vraiment par quel bout les prendre, ces sujets ? C'est effectivement assez étonnant. Alors, l'opinion publique ne se réveille pas tous les matins en se disant « Tiens, il n'y a pas eu le discours d'Emmanuel Macron sur cette question ». Mais c'est vrai que sur les sujets régaliens en général, dans la globalité, et même sur la question de la sécurité, on voit bien que le président de la République n'a pas beaucoup d'actions et de discours, alors que c'est un homme qui a par des discours marqués, bien sûr, l'opinion publique française, notamment je pense au discours sur l'environnement face à Trump, ou au discours économique. Mais pour l'instant, sur ces questions-là, comme on dit un peu trivialement, il n'imprime pas. Or, ce seront des sujets qui seront clés pour la campagne présidentielle et qui sont bien sûr clés. Pas seulement, on dit souvent c'est des sujets qui sont très importants pour l'électorat de droite. Non, c'est des sujets qui sont très importants dans l'opinion. Ce sont des sujets au cœur du débat public. Et cela pose plus globalement la question qui est quelle vision du pays portera Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle qui va s'ouvrir forcément, on l'espère après que la crise sanitaire soit derrière nous. Est-ce que ce sera simplement une vision, j'allais dire, par défaut? Qui d'autre que moi? Quelle autre politique que celle qu'on a pu mener? Ou est-ce qu'il portera à nouveau, comme il l'avait fait en 2017, que l'on soit d'accord ou pas, une vision nouvelle de la société française? Merci beaucoup Bernard Sananès.